Il n'est pas rare d'entendre un collègue astrophysicien dire « donnez-nous quelques dizaines de milliards de dollars ou d'euros et nous allons nous doter de la technologie pour observer ces autres terres et nous allons vous trouver des signes de vie dans les 2 décennies à venir. » Et là, cette façon que l'on a de se projeter dans les astres s'écarte un petit peu de la démarche scientifique, même beaucoup, puisqu'en fait, notre capacité à déceler de la vie sur d'éventuelles exoplanètes, si elle dépend effectivement de notre capacité de les observer, elle dépend aussi et avant tout de la distribution effective de la vie dans l'univers. Pour que l'on puisse, avec un télescope de prochaine génération, déceler des signatures de vie sur une exoplanète, cela implique que la vie est suffisamment abondante dans l'univers, que les planètes habitées sont suffisamment abondantes pour qu'il y en ait quelques-unes à portée de télescope, dans notre voisinage galactique immédiat. Et dans l'état actuel de la science, on ne sait pas si les planètes habitées sont extrêmement rares au point que peut-être toutes les galaxies n'en ont pas, ou extrêmement communes au point qu'effectivement on peut en trouver à portée de télescope. Mais il est très important dans un premier temps de garder en tête que quand on envisage la technologie, les télescopes de demain pour chercher des signatures de vie à proximité du Soleil, c'est que l'on est dans une hypothèse de vie très abondante de l'univers, dans une hypothèse, disons, optimiste, où la vie est partout, et nous n'avons pas aujourd'hui les arguments scientifiques pour dire qu'on est dans ce cas-là. Donc c'est très important de garder en tête qu'on est dans cette hypothèse-là, et que ça ne dépend pas uniquement de notre technologie. Ceci étant dit, posons-nous maintenant la question de la technologie, de la technique. Comment pourrions-nous analyser une exoplanète pour y trouver des signatures de vie? Alors bien sûr, nous avons besoin d'un outil, nous allons voir comment, de l'astrophysique, qui est la spectroscopie, qui permet d'analyser la lumière qui nous vient d'un astre pour voir quelle est sa composition. Et de cette composition, peut-être pourrions-nous déduire la présence de vie. Alors pour faire ça, il faudrait pouvoir isoler l'image d'une planète, le pixel d'une planète dans une image. On est capable aujourd'hui de le faire dans quelques systèmes planétaires très particuliers, qui sont des systèmes planétaires très jeunes, de l'ordre du million d'années, et dans lequel on peut voir des grosses planètes comme Jupiter qui viennent de se former. Et là, on peut pointer une fibre optique sur ce pixel, en recueillir la lumière, disperser sa lumière et en faire le spectre pour analyser la composition. Ça n'est pas quelque chose qui est immédiatement envisageable pour des planètes telluriques tempérées, mais qui le sera peut-être dans les années à venir, notamment avec les grands télescopes au sol que nous construisons aujourd'hui. Une autre méthode pour analyser la composition d'une atmosphère d'une exoplanète, c'est de tirer parti pour les exoplanètes qui font des transits devant le disque de leur étoile, dont l'orbite est orientée de telle façon à ce que la planète passe à chaque période orbitale devant son étoile. Nous pouvons, dans ce cas-là, faire la spectroscopie d'une atmosphère s'il y a une atmosphère grâce au rayonnement qui traverse les limbes de l'atmosphère. Et nous pouvons aussi comparer le spectre de l'étoile avec le spectre de l'étoile plus la planète quand la planète disparaît derrière l'étoile, la différence des deux nous donnant le spectre de la planète. Donc on a des trucs qui nous permettent d'extraire cette information et de revenir à des éléments sur la composition d'une atmosphère. Aujourd'hui, on ne sait le faire que pour des planètes géantes, que pour des planètes chaudes, mais nous espérons pouvoir le faire assez prochainement, peut-être avec le futur télescope James Webb sur quelques planètes de type terrestre, des planètes rocheuses et des températures terrestres. Donc il n'est pas impossible d'analyser l'atmosphère. Et alors, analyser l'atmosphère, est-ce que ça nous dit quelque chose sur la présence de vie? Eh bien, c'est toute la question. Sur ce graphe, nous avons représenté le spectre de rayonnement de 3 planètes du système solaire qui sont la Terre, Vénus et Mars. C'est-à-dire, c'est le flux lumineux en fonction de la longueur d'onde de la lumière. Donc on a aux courtes longueurs d'onde le rayonnement visible, et on a aux longueurs d'onde autour de 10 microns le rayonnement infrarouge qui correspond à l'émission de la planète à sa température. Et ces spectres-là sont structurés, présentent des bandes d'absorption qui sont liées à des constituants atmosphériques. Toutes les atmosphères de ces planètes présentent par exemple la signature du dioxyde de carbone, à 15 microns, à 4 microns. La Terre présente aussi la signature très marquée de la vapeur d'eau, qui existe aussi dans l'atmosphère de Mars et de Vénus, mais beaucoup plus difficile à identifier, car dans des abondances beaucoup plus faibles. Et enfin, dans le spectre de la Terre, on va trouver des signatures qui montrent que la Terre a une atmosphère riche en oxygène. C'est la signature de l'oxygène moléculaire, dans le rayonnement rouge, et de l'ozone dans le rayonnement infrarouge. À nouveau, il y a aussi de l'oxygène et de l'ozone
dans l'atmosphère de Vénus et dans l'atmosphère de Mars, mais dans des teneurs extrêmement faibles. Dans le cas de la Terre, on a une atmosphère essentiellement constituée d'oxygène et avec une épaisse couche d'ozone. Or, il se trouve que cet oxygène a une origine biologique. Donc nous sommes sur Terre, nous comprenons le système Terre, l'environnement, nous connaissons cette origine biologique, et en fait, elle est liée à un processus, à un métabolisme du vivant qu'on appelle la photosynthèse. La vie a inventé dans son évolution un moyen d'utiliser l'énergie du rayonnement du Soleil pour casser la molécule d'eau, en extraire de l'hydrogène et utiliser cet hydrogène pour réduire le carbone, fixer le carbone qui se trouve dans le dioxyde de carbone. Ce faisant, elle produit de la matière organique, par exemple des sucres, et elle libère un déchet dans cette opération qui est l'oxygène moléculaire. Et l'oxygène moléculaire s'est accumulé à un moment de l'histoire de la Terre. Il reste encore à élucider pourquoi à ce moment-là et pas avant. Il y a 2 à 2,5 milliards d'années, la photosynthèse oxygénique a eu pour conséquence l'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère. Et ça fait donc pour à peu près la moitié de l'histoire de la Terre que nous avons cette atmosphère que nous respirons, puisque nous faisons un petit peu le processus inverse de la photosynthèse. Nous utilisons l'oxygène pour oxyder la matière organique que nous mangeons. Il est assez fascinant de se dire que ce sont des micro-organismes qui ont pu modifier un environnement planétaire global. Et si cela était possible, c'est parce qu'aujourd'hui, si on fait le bilan de ce qu'on appelle la production primaire, c'est-à-dire la fixation du carbone par la vie, on se rend compte qu'environ entre 0,1 et 0,2% de la lumière visible qui touche la surface de la Terre est utilisée par le vivant et stockée sous forme d'énergie chimique dans la biomasse. C'est considérable. Le fait d'injecter une telle quantité d'énergie solaire dans la biomasse, c'est ça qui donne à la biosphère ce moteur qui contribue à modifier l'environnement de façon globale. Et c'est pour ça qu'on imagine mal pouvoir observer les signatures d'une vie qui ne serait pas une vie photosynthétique. Elle peut faire la photosynthèse de façon différente, mais si une partie du rayonnement de l'étoile n'est pas injectée dans la biosphère à travers un processus similaire, il nous semble difficile de savoir reconnaître, sans y aller in situ, les manifestations de la vie. Dit plus simplement, pour qu'on puisse voir la vie, il faut que la vie fasse quelque chose d'énorme. Et cette chose énorme, c'est cette capacité d'utiliser le rayonnement de l'étoile. Et c'est pour ça, finalement, que notre concept de zone habitable, qu'on le répétera jamais assez, est très mal nommé, est très intéressant dans cette quête de signature de la vie. Parce que c'est justement dans cette zone-là que l'on peut à la fois trouver de l'eau liquide et de la lumière. Et c'est pour ça que cette zone ne considère pas les planètes qui sont, par exemple, plus loin de leur étoile et qui pourraient avoir de l'eau en leur intérieur, mais pas à leur surface. Ça n'est pas une question complètement arbitraire, ça n'est pas lié directement à l'habitabilité, mais ça a à voir avec la détectabilité, avec l'observabilité de la vie. Bien sûr, la grande question à laquelle nous n'avons pas aujourd'hui la réponse, c'est que serions-nous capables d'avoir le raisonnement inverse? C'est-à-dire là, nous savons dire que dans le spectre de la Terre, il y a des signatures de vivants, des biosignatures. Mais saurions-nous regarder le spectre d'une planète et dire la présence de ces molécules dans l'atmosphère ne peut être attribuée qu'aux vivants? On voit bien qu'avec la récente annonce de détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, ou avant ça de méthane dans l'atmosphère de Mars, on a tendance à faire des raccourcis très forts sur la question des biosignatures. Alors je vous propose un petit peu d'imaginer ce que pourrait être la détection de vie sur une exoplanète, très rapidement, et pour vous montrer qu'en fait, si c'est un processus qui est envisageable par la méthode scientifique, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'est pas ni assuré ni imminent. Imaginons que nous observons avec différents types d'observatoires beaucoup d'exoplanètes. Des exoplanètes dans et hors la zone habitable, autour d'étoiles rouges, autour d'étoiles de type solaire, autour d'étoiles jeunes, autour d'étoiles vieilles, des planètes de masse et d'instellations différentes. Et que nous commencions, au-delà de ce que nous savons du système solaire, à constituer un bagage de connaissances sur la planétologie comparée, sur ce qu'est la normalité ou la diversité de ce que peut être une atmosphère planétaire. Imaginons que dans cette exploration, qui va nécessiter du temps et beaucoup d'instruments, alors qu'on n'en est même pas aux prémices aujourd'hui, imaginons qu'apparaisse une planète, appelons-la LV426,
qui présente dans son spectre une anomalie que l'on a du mal à expliquer par les modèles simplement physico-chimiques. Une anomalie intéressante. C'est toujours une étape importante dans la science que de se trouver face à un phénomène que l'on n'explique pas, qui sort un petit peu de l'ensemble de nos connaissances et qu'il va falloir expliquer. Eh bien, ce qui est certain, c'est que la découverte d'une telle planète motiverait plus d'observations et qu'on aurait des observatoires, probablement très ambitieux, dédiés à l'observation de cette planète. Donc on aurait beaucoup plus d'observations, on aurait un monitoring continu de cette planète pour voir comment elle évolue, qu'est-ce qui se passe, une grande couverture en longueur d'onde, et peut-être, après beaucoup de temps, après la proposition de beaucoup de modèles pour expliquer sa composition, il y aurait peut-être un consensus de la communauté scientifique pour dire « oui, nous sommes tous d'accord que cette explication implique la présence de vie ». Peut-être que nous vivons aujourd'hui les premières étapes d'une telle découverte simplement par le fait que nous trouvons des planètes que nous espérons un jour observer. Mais trouver de la vie ailleurs est quelque chose qui prendra énormément de temps, beaucoup de moyens et qui n'est sûrement pas imminent et qui n'est sûrement pas à la portée du prochain télescope.